Ça fait plus de 40 ans là, que je crée. Ma carrière, ce qui m'a permis de gagner des sous pour la grande partie de ma vie, ça a été un travail d'illustrateur. Que j'ai illustrateur éditorialiste, qu'on appellerait, parce que c'était plutôt des images créées pour des textes. J'ai été représenté aux États-Unis pendant près d'une vingtaine d'années. Moi, j'ai toujours eu je me suis toujours senti un lien particulier avec les arts premiers. Parce que pour moi, ça témoigne essentiellement de ce qu'est l'être humain, de son désir de dépassement, son besoin de sens. Bonjour chers amis, bienvenue à cette nouvelle émission Mosaïque, tournée directement à la maison Félix-Leclerc à Vaudreuil-Dorion. Si vous ne le saviez pas, nous sommes ici et on va parler de culture. Et pour parler de culture, je reçois un artiste que s'il s'incarnait dans un des éléments de la nature, il porterait sûrement les couleurs de l'arc-en-ciel. Wow! Stéphane Bègue, bonjour! Ouh! L'arc-en-ciel. Bonjour Patrick! Je vous vois comme un arc-en-ciel, Stéphane Bègue. Wow! Merveilleux! Hein, Parle-moi de ça. Ouais, on peut pas souhaiter mieux que ça pour un artiste visuel. Stéphane, je sais que tu as connu beaucoup de succès dans ta carrière. Tu as une longue carrière. Tu as connu beaucoup de succès à une certaine époque, entre autres aux États-Unis, en illustration. Ouais. Aujourd'hui, tu travailles, entre autres, dans l'univers du numérique. Ouais. D'entrée de jeu, c'est pas ce qu'on voit là. C'est pas ce qu'on voit là, parce que bon, c'est difficile peut-être de mettre des iPads ou des écrans d'ordinateur derrière. Ouais. Mais jusqu'à quel point, justement, on doit se réincarner en tant qu'artiste pour perdurer, pour durer? Est-ce que c'est à tout prix? Wow. Ben, je ne sais pas si la préoccupation, c'est de perdurer. C'est plus la préoccupation, c'est plus de... Le désir de créer? Oui, de découvrir, puis tu vois, par exemple, le numérique, ça venait automatiquement quand, dans mon travail d'illustrateur, il y avait des gens qui travaillaient avec le numérique. Puis, on était pratiquement poussés, ne serait-ce que pour gagner un peu de temps là-dedans. Ça fait que j'en ai appris les rudiments. Puis, avec le temps, bien, c'est devenu de plus en plus intéressant. Puis, aujourd'hui, je trouve que ça m'ouvre tout un espèce d'espace de possibilités qui se fait aisément à l'ordinateur, mais si je voulais le faire manuellement, bien là, ça me prendrait 2 siècles. Puis étant donné ce que la société est prête à débourser pour les œuvres d'art, bien, disons, peut-être pas la société en général, mais les gens en particulier, là, bien là, ça deviendrait exorbitant, un peu impossible. Mais justement, est-ce qu'on se trouve aujourd'hui... on sait que les illustrateurs ont connu de belles heures, puis à une certaine époque, on faisait la promotion justement de ces images-là et non pas des images toutes achetées ou toutes faites ou googlées. Ou bon. Ouais. Est-ce que l'art, notre façon de voir l'art, perd un peu de lustre, je dirais? Est-ce que les artistes perdent un peu de leur place, de leur importance? Jusqu'à quel point justement que les artistes aujourd'hui sont vus à leur juste valeur? Jusqu'à quel point ils sont importants? C'est une grosse question aussi, ça. Oui, c'est une très grosse question. Mais je pense qu'ils ont toujours été importants. Comment ils sont perçus? Moi, j'ai l'impression que l'idée générale qu'on se fait de l'artiste est positive. Évidemment, c'est tout le temps un peu un marginal, c'est tout le temps quelqu'un qui est un petit peu comme en dehors, mais encore que avec tout l'audiovisuel aujourd'hui, il y en a de plus en plus, mais c'est parce qu'artiste, c'est bien général. Là, si on passe tu sais, parce qu'il y a des chanteurs, des comédiens, des danseurs... Mais si on parle de l'art visuel. C'est ça, en art visuel, c'est ça. L'art visuel, bien, l'art visuel, ça dépend parce que Que dire? Moi, je ne sais pas comment c'est reçu vraiment. Il y a encore des illustrateurs, il y a encore des gens qui arrivent à vivre du travail d'illustrateur. Des peintres, les gens essaient d'en vivre. Il y en a qui arrivent relativement avec l'aide de bourses gouvernementales à vivre de leur travail, mais bon. Mais que dire de plus? Est-ce que notre art change justement par rapport à ça ou... Par exemple, la technologie, tu veux dire? Bien, par exemple, je regarde les toiles derrière. Il y a une réflexion, il y a une volonté, il y avait déjà une prédisposition devant la toile blanche. Mais est-ce que cette prédisposition-là
J'ai essayé de faire une question simple, mais est-ce que cette prédisposition-là, c'est le bagage de Stéphane Daigle, son vécu, ses expériences, sa curiosité qui fait que ça va créer ça? Ou il y a une interrogation à se dire, bien, peut-être qu'on est rendu là dans la société et qu'on aurait besoin de plus de faire ce genre de truc-là? Ça joue sur les deux plans parce que on est... Tu sais, Stéphane Daigle, c'est un produit social. Je suis conditionné. Tu sais, j'ai été éduqué à l'école francophone à Montréal. L'école des Beaux-Arts? Ben là, oui, plus tard. Ben, en fait, c'était encore l'école des Beaux-Arts, mais c'était déjà dans l'Université du Québec à Montréal à ce moment-là. Okay. Mais c'était au moment du changement. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on est, comme artiste, on est un produit social. Ou comme individu. On n'existe pas séparément. Là. On n'existe pas comme tout ce dont on est fait, c'est un produit social. On est conditionné socialement par notre langue, par tout ce qu'on reçoit continuellement comme message, par notre environnement, physiquement. On est quand même un produit biologique, là, tu sais, un produit qui reçoit un certain bagage génétique. Bon, alors, j'existe dans la société, j'existe en tant qu'humain dans ma particularité comme produit réponse. Mm-hmm. Tu sais, on dit, un petit enfant, quand il naît, là, on pense que c'est vierge, c'est un petit ange qui descend du ciel, là. Puis c'est le sentiment qu'on a profondément. Puis en fait, un enfant, qu'est-ce que ça fait? Ça cherche à répondre, tu sais, à ses parents, à l'appel du monde, tu sais, à qu'est-ce qui est attendu de lui. Il va le faire tout naturellement, il va imiter il absorbe ses parents, complètement. Puis il marie tout ça. Chaque enfant qui naît, comme toutes les personnes, c'est une réponse au monde. Alors, mon travail, c'est la résultante de ça. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art? C'est un miroir. On se projette, puis on se recrée à travers une œuvre d'art. C'est vraiment... Toute œuvre d'art, c'est le miroir d'un état d'esprit de celui qui le fait au moment où il le fait. Mais en même temps, est-ce que cette création-là peut être perçue un peu peut être, vu qu'elle est projetée, c'est un peu en dehors de soi ou elle est intimement, vraiment intimement liée à qui on est? Dans le sens que, est-ce qu'on peut arriver à s'imaginer, ce que je sais que tu travailles beaucoup et tu es très intéressé par l'imaginaire humain, ça transpose l'œuvre de toute ta carrière, mais cet imaginaire-là, justement, en quelque part, c'est un peu... ça peut être quelque chose en dehors. Oui, c'est là, mais j'essaie de le voir. C'est comme une bulle, finalement. C'est une bulle, peut-être qu'on va chercher, qu'on met bang sur la toile, qui est un peu dans un ailleurs, non? Là, je vais un peu philosopher dans Oui. Mais regarde bien. OK. Ce qui fait le travail de chacun, ou l'originalité de chacun, c'est un peu comme... OK. T'es un cours d'eau qui est alimenté par d'autres cours d'eau, tes influences, la culture que tu as, la curiosité que tu as pour certaines choses, toute l'accumulation que tu as d'informations, de connaissances, de choses qui te touchent, tu sais, qui te rejoignent. Tout ça, c'est comme des petits ruisseaux qui viennent alimenter le cours d'eau que tu es, qui lui-même va alimenter d'autres choses. OK? Bien, c'est exactement ça. On est ça. Puis moi, j'étais depuis toujours très, très, très curieux. J'ai passé une grande partie de mes études à la bibliothèque, dans les livres, avec les images. J'ai toujours eu un rapport très amoureux avec le livre, avec l'image, avec même le rapport texte-image. Je suis un bon lecteur, je ne dirais pas un grand lecteur, mais oui, je lis quelques livres par semaine. Puis, je sais pas, c'est tout ça qui fait ce qu'on... Qui fait que c'est ça. Que c'est ça qui apparaît sur mes tableaux. Là, on pourrait parler plus particulièrement. Oui. On pourrait, mais... Pourquoi? Mais on ne va pas le faire. Okay. Mais on va pas le faire. Non, j'aimerais le faire, mais l'entrevue... Il y a des limites. L'entrevue, malheureusement, elle tire vers sa fin. Stéphane, en terminant, une question vraiment peut-être difficile à répondre, mais comment on peut faire pour... Parce que j'ai l'impression que chez des artistes autant
dans le domaine de la télévision que dans le domaine des arts visuels, qu'on a tendance à oublier un peu les artistes plus vieux, les artistes qui sont rendus à certains... Y a-t-il une façon de lever le flag pour dire qu'on soit, peu importe l'âge qu'on a, je veux dire, de ne pas être oublié parce qu'on a encore une pertinence, justement, on a une expérience, on a une réflexion. Y a-t-il une réponse à ça? Il y a une réponse qui est globale, pas que pour les artistes. C'est un peu un problème de société qu'on a, que les personnes rendues à un certain âge, on les institutionnalise, puis on les oublie là. Ouais. Puis on oublie qu'ils peuvent apporter quelque chose. On est pris dans une espèce de course folle, les parents, quand on a une jeune famille, etc. Puis là, c'est la société qui comment on fonctionne. Peut-être que si on mettait en lien davantage les petits avec les plus vieux, comme dans certains pays, ils font ils font des centres pour personnes âgées où ils accueillent des étudiants gratuitement, en autant qu'ils font quelque chose avec les personnes âgées, qui ont un lien, qui établissent des... Il faut faire des liens. Tout ça, exactement. C'est juste de maintenir les liens, puis de voir la richesse qu'on a, parce que, tu sais, je me souviens, là, c'est supposé être notre... C'est ironique un peu. Hein? Oui, c'est ironique, parce qu'on se souvient de rien. On ne sait pas de rien. On se souvient de rien, puis on ne cherche pas à entretenir la mémoire. Mais moi, je te garantis, Stéphane, que je me souviens de toi, on va se souvenir de toi, en tout cas, au moins pour une couple de mois. J'espère. Au moins le temps que l'émission va perdurer. D'accord. Et que les œuvres, elles, resteront éternelles, je pense. Éternelles. En tout cas, ils vont peut-être durer plus longtemps que moi, je l'espère. On espère que nos œuvres vont nous survivre. Stéphane Daigle, merci infiniment. Merci, Patrick. Au plaisir, merci. Et tant qu'à vous, on se retrouve dans quelques instants. Restez là. Petit loup approchait et Grand Loup eut très peur soudain qu'il soit plus grand que lui. Petit loup commença à gravir la colline et Grand Loup vit qu'il était tout petit. Alors il s'approcha. De retour à l'émission Mosaïque où je me retrouve à la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion, qui est un des points de culture de la ville. Et pour mieux nous recevoir, je suis en compagnie de Christelle, qui est chef de section service au public. Beau titre. Bonjour Christelle. Bonjour Patrick. Christelle, là, je suis un petit peu excitée parce qu'aujourd'hui, tu vas parler d'un sujet vraiment extraordinaire qui se trouve être les théâtres pour emporter. Ouais. Résumez en quelques mots. Ça se peut-tu de résumer ça en quelques mots? Qu'est-ce que c'est ça, les théâtres pour emporter? Oui, en fait, c'est un petit théâtre sous forme de castelet dans une boîte qu'on peut emporter, donc son nom le dit, à la maison, dans les classes, pour revivre une histoire inspirée vraiment avec un livre, à la maison, avec des objets Donc, c'est un petit théâtre. On peut faire vivre un livre à la maison. Mais ce projet-là n'est pas né de nulle part. C'est parti de quelle idée? C'est parti comment, ça? Bien, en fait, on voulait faire un partenariat avec des artistes locaux et aussi répondre à une offre. Il y avait des sous disponibles, une offre de subvention du gouvernement. Donc, dans le cadre du plan du livre, qui était vraiment une initiative pour faire vivre la lecture dans les municipalités. Donc, on a répondu à cette offre-là en développant ce projet-là de théâtre pour emporter. C'est un projet développé de A à Z, parce que ça n'existe pas nulle part. Hein? Exact. Donc, on a eu l'idée de faire un partenariat avec les artistes, les bibliothécaires de la bibliothèque et aussi les travaux publics de la ville. Donc, de créer un projet vraiment par nous-mêmes. Les boîtes ont été créées par les gens des travaux publics. Donc, les boîtes, tout ce qui est la structure du théâtre. On a offert aux artistes locaux de nous soumettre vraiment une idée, un design selon... Inspiré d'un livre qui était suggéré ou qu'ils ont choisi? Ou... Bien, en fait, on a sélectionné une vingtaine de livres pour leur donner une offre. On avait des critères. On voulait que les livres soient disponibles en 2 langues. Donc, on leur a offert une vingtaine de livres et ils ont choisi. Donc, ça les appelait. Ils ont choisi une histoire qui venait les chercher. Et après ça, on leur a donné vraiment carte blanche. Il y avait le format là, du théâtre en bois. Il y avait un canevas, c'est ça, le canevas en bois, pour que ça rentre dans une boîte et tout. Exactement. Donc, ils ont reçu la boîte
en bois naturel. Et là, ils ont pris le livre et ils ont créé vraiment les théâtres qu'on a aujourd'hui. Parce que là, on les voit monter, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut les démonter, les mettre dans une boîte. Ouais. Les gens apportent la boîte, pas dans leur... Parce que là, c'est lourd, hein, ces boîtes-là, c'est ça l'affaire. C'est Oui. lourd, mais les gens l'apportent. Vous fournissez un diable, c'est ça? Parce que j'ai vu des diables tantôt derrière moi. Ouais. Donc, les gens partent littéralement avec le diable, l'apportent ça à la maison, racontent l'histoire et les enfants capotent. Oui, parce que c'est vraiment ce qu'on voit, la base, là, c'est le format de la boîte. Tout entre dedans. Donc, c'était notre critère. Le livre entre dedans, les éléments de décoration. Là, si on voit ici là, le sapin, les petits blocs de personnages, tout entre dans la boîte. On voulait vraiment que ça soit une boîte pour apporter. Donc, on amène ça à la maison. On a tout ce qu'on a besoin pour animer l'histoire. Parce que c'est ça, c'est pas juste on sort ça puis l'histoire se raconte toute seule. On a il y en a qui ont des marionnettes, oui, des personnages sur bois. Ici, on a une marionnette. Ce théâtre-là en comporte plusieurs. On a des petits cadeaux. Donc, vraiment, on a beaucoup d'accessoires. C'est les artistes qui ont choisi quels étaient les accessoires à faire. Donc, c'est quoi les thèmes dans l'histoire, là. Et ici, vous, à l'interne, à la bibliothèque, vous vous en servez pour l'heure du compte, c'est ça? Oui. Entre autres, notre employé qui fait l'heure du compte le matin avec les 3 à 5 ans utilise constamment, là, selon les groupes, là, les théâtres pour apporter. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. C'est une autre façon d'animer les enfants. Surtout que par la suite, c'est suivi d'un bricolage. Donc, c'est vraiment thématique, là. On peut voir, les enfants peuvent s'inspirer. On accueille aussi des classes. Donc, les classes, quand elles veulent venir nous visiter, on peut leur offrir soit d'utiliser un théâtre. L'enseignant peut l'utiliser lui-même. L'éducateur de garderie aussi, on peut accueillir des garderies. Mais on peut aussi leur offrir de l'animer pour eux. Ouais, puis j'ai même entendu que vous aviez déjà monté parce qu'il y en a 4, c'est ça, de disponibles? Ouais. Vous aviez monté les 4, puis là, vous aviez raconté l'histoire des 4 une après l'autre, puis les enfants faisaient le tour de chaque histoire. Oui, c'était comme des stations. Donc, les enfants pouvaient faire le tour, oui. Donc, on peut faire plusieurs choses. C'est plus d'âge préscolaire, hein, si on... Oui, exactement. Donc, on peut dire que vers l'âge de 3 ans, on peut commencer. C'est ce qu'on fait à l'heure du conte. Certains contes peuvent être vraiment intéressants aussi pour les enfants de maternelle, première année. Tout dépend aussi de l'animation qu'on en fait. Oui, naturellement, parce qu'on pourrait même, à la limite, avoir une fête d'adultes puis avoir du plaisir avec ces contes-là. Oui. Est-ce qu'il est prévu d'avoir une phase 2 avec ces projets-là? Je sais que c'est quand même complexe, puis ça a pris... mais est-ce que c'est prévu? Pour le moment, c'est pas prévu, mais on a beaucoup d'autres concepts de collection pour emporter. Donc, mais c'est sûr que si on peut en faire plus la promotion et qu'on voit que c'est intéressant pour les gens, c'est sûr qu'on va répondre à la demande s'il y en a. Oui. Et par curiosité, Christelle, en terminant, c'est qui les artistes qui ont Oui, travaillé sur ça? Oui. Donc, le premier, qui est Le pirate qui vole à la mer, a été fait par c'est Tina, celui-là. Je pense que je suis allée voir derrière tantôt. Oui, excuse-moi, faut pas que je me mélange. Ici, on a celui de Noël qui a été fait par John McCrae et Le papillon voyageur par Monica Brickman. Et celui qui est utilisé en ce moment à l'heure du conte avec le loup, c'est Stéphane Daigle. Donc, 4 théâtres disponibles pour les citoyens, pour tout le monde qui veut s'en servir, pour une fête d'enfants, pour les garderies, pour tout ça. Donc, c'est extraordinaire. On a juste à faire la demande ici. Oui. Simplement. Ils sont dans notre catalogue, tout ça. Donc, c'est ici, c'est disponible. C'est disponible. Le message est lancé. Merci, Christelle. Merci à toi. Tant qu'à vous, merci d'avoir été là. On se retrouve pour une prochaine émission. Salut. Merci.